Ça fait plus de 52 ans que La Petite Maison dans la Prairie est arrivée pour la première fois sur nos écrans. Et en France, la série a littéralement pulvérisé tous les records d'audience depuis sa diffusion sur TF1. Mais très peu de gens savent ce qui se passait vraiment derrière les caméras, pendant que la famille Ingalls nous donnait des leçons de vie chaque semaine dans le Minnesota des années 1870. Entre Charles et Caroline Ingalls, interprétés par Michael Landon et Karen Grazel, et leurs filles Mary, Laura et Carrie, jouées par Melissa Sue Anderson, Melissa Gilbert et les jumelles Lindsay et Sydney Greenbush, Walnut Grove est devenu le petit village le plus aimé de la télévision. Et ce qu'on voyait à l'écran était déjà bouleversant en soi, mais ce qui se passait derrière ces caméras était, dans bien des cas, encore plus surprenant. Aujourd'hui, on va vous raconter 15 faits étranges sur La Petite Maison dans la Prairie que vous ne connaissiez probablement pas. Et restez jusqu'au numéro 1, parce que le final de la série n'était pas un effet spécial. Le village entier a vraiment été dynamité avec de la dynamite bien réelle. Mais avant d'entrer dans la prairie, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Ça aide YouTube à montrer cette vidéo à encore plus de fans de télé classique comme vous. Allez, on grimpe dans le chariot. Numéro 15. Même les noms des personnages n'ont pas survécu intacts au long voyage qui sépare la fiction de la réalité. Ni même, d'ailleurs, la France des États-Unis. Commençons par un secret que Laura Ingalls Wilder elle-même a longtemps pris soin de garder. Dans la vraie vie, la famille qui a inspiré les détestables Olson ne s'appelait pas du tout Olson, mais Owens, et le personnage de Nellie n'était même pas, à proprement parler, une seule et même personne réelle. Wilder l'a façonnée en fusionnant 3 fillettes qu'elle avait réellement côtoyées durant son enfance, Nellie Owens, Geneviève Masters et Stella Gilbert, et seul le prénom de la première, Nellie, a survécu tel quel, d'abord dans le roman, puis dans la série télévisée. Le problème, c'est qu'en France, les choses ne se sont guère arrangées du côté du doublage. La série a été redoublée et réadaptée à plusieurs reprises au fil des rediffusions successives, si bien que certains personnages secondaires ont carrément changé de prénom selon la version sur laquelle on tombait par hasard. Carrie devenait tantôt Karine, Bunny se transformait parfois en Prairie, et la petite Suzanne, une fillette aveugle apparue le temps d'un épisode, se voyait parfois rebaptisée Aline. Et voici la partie qui rend tout cela plus savoureux encore. Même les voix n'ont jamais tenu bon sur la durée des 9 saisons. Michael Landon a été doublé par Michel Gatineau pour la majeure partie de la série, mais Marc Cassot lui a succédé le temps des saisons 2 et 3, avant que Roger Carrel ne reprenne le flambeau pour la 9e et dernière saison. Mary Ingalls a connu un sort tout aussi mouvant, prêtant tour à tour sa voix française à Sylviane Margollet et à Céline Monsarrat, selon les saisons. Alors, la prochaine fois qu'un ami vous jurera que Karine n'est qu'une erreur de votre mémoire, sachez qu'il n'en est de rien. Ce fut bel et bien son nom, au moins une fois. Ces incohérences s'expliquent en grande partie par les multiples campagnes de redoublage qu'a connues la série au fil des décennies, menées par des studios et des directeurs artistiques différents, qui ne se référaient pas toujours aux versions antérieures. Un problème finalement assez répandu pour les séries américaines, diffusées en France sur une aussi longue période. Numéro 14. Michael Landon ne s'est pas toujours appelé Michael Landon, loin s'en faut. L'homme qui a interprété Charles Pa Ingalls et qui, en coulisses, écrivait, réalisait et produisait lui-même la série, est né sous le nom d'Eugene Maurice Horowitz, le 31 octobre 1936 à Forest Hills, dans le Queens. Sa famille a par la suite déménagé à Collingswood, dans le New Jersey, où ses origines juives, trahies par son patronyme, ont fait de lui la cible d'un isolement social particulièrement violent durant son adolescence. Lorsqu'il a décidé de se lancer dans le métier d'acteur, il a vite compris que Eugene Horowitz n'était guère le nom que Hollywood rêvait d'afficher au générique d'un héros de western. Il a alors saisi un simple annuaire téléphonique, et c'est ainsi, presque par hasard, qu'est né Michael Landon. Fort de ce nouveau nom, il a décroché le rôle de Little Joe Cartwright dans Bonanza, où il a passé 14 saisons avant de devenir, quelques années plus tard, le père le plus aimé de la télévision familiale américaine. Prenez un instant pour mesurer la portée de ce contraste. L'homme qui a incarné le père pionnier par excellence, symbole vivant d'une Amérique rurale et traditionnelle, était en réalité un gamin du Queens qui s'était entièrement réinventé pour survivre dans une industrie impitoyable. Par n'importe quelle mesure raisonnable, cette histoire-là se révèle bien plus captivante que n'importe quel épisode de la série elle-même. Et le détail ne s'arrête pas là.
Landon est arrivé sur le tournage de La petite maison dans la prairie, fort de près de 15 années d'expérience, aussi bien devant que derrière la caméra, ce qui explique pourquoi NBC a fini par lui confier la quasi-totalité du contrôle créatif de la nouvelle série, une situation d'une rareté extrême pour un acteur principal à la télévision des années 70. Selon ses propres collaborateurs, Landon vivait presque sur le plateau. Il arrivait avant tout le monde pour relire le script du jour, réalisait lui-même une bonne part des épisodes et trouvait encore le temps de répéter ses propres scènes devant le miroir de sa caravane. Un rythme de travail que beaucoup ont qualifié d'épuisant, même à l'aune des standards les plus exigeants d'Hollywood. Numéro 13. Le problème des deux Melissa a bien failli, à ses débuts, chambouler toute la mécanique de la série. Quand la distribution a été arrêtée, la production s'est retrouvée face à un détail pour le moins curieux. L'actrice appelée à incarner Laura et celle destinée à jouer Mary portaient exactement le même prénom. Melissa Gilbert dans le rôle de Laura, Melissa Sue Anderson dans celui de Mary. Deux fillettes, un prénom identique, un même plateau, un même planning de tournage. De quoi semer la confusion dès le premier jour. Justement, ce premier jour de travail, Michael Landon a demandé à Gilbert si elle avait un surnom. Selon ce que l'actrice a raconté bien des années plus tard, sa proposition avait été Moïcha, un mot qu'elle avait entendu quelque part et qui, selon elle, sonnait plutôt bien. Landon a refusé net, dans un éclat de rire. « On ne va tout de même pas t'appeler comme un vieux monsieur juif », aurait-il lancé. Il a alors tranché lui-même la question sans plus attendre. Il s'est tourné vers Anderson et lui a annoncé « Toi, tu seras Missy », avant de se tourner vers Gilbert pour ajouter « Et toi, on t'appellera Half Pint », une expression anglaise désignant quelqu'un de petite taille, mais de grand caractère. Le surnom est resté collé à la peau de Gilbert, aussi bien à l'écran qu'en dehors, et elle l'a porté avec une fierté assumée tout au long de sa carrière. Ce qui, en revanche, ne s'est jamais vraiment installé, c'est une amitié sincère entre les deux actrices. Selon les propres mémoires de Gilbert, elles n'ont jamais tissé de véritables liens de sœurs, et Anderson, de son côté, la mentionne à peine dans ses propres écrits. Et voici la partie qui rend cette histoire plus savoureuse encore, celle qui est réellement devenue inséparable de Gilbert sur le plateau. C'est l'actrice incarnant sa pire ennemie de fiction, Nellie Oleson elle-même. Mais nous y reviendrons plus loin. Ce petit imbroglio de prénoms, résolu par Landon en l'espace de quelques secondes, à coups de surnoms improvisés, a fini par déterminer, pour le reste de leur vie, la façon dont le monde entier se souviendrait de ces deux actrices. Aujourd'hui encore, de nombreux fans continuent d'appeler Melissa Gilbert simplement « Half Pint » lorsqu'ils la croisent dans la rue. Numéro 12. La petite maison dans la prairie a battu de véritables records d'audience en France. Et derrière ce succès se cache une histoire à part entière, tout aussi riche que celle de la série elle-même. Le programme a débarqué sur TF1 en 1976, doublé dans les studios de la SOFI sous la direction artistique de Michel Gatineau. Et il a rencontré un engouement si massif que, des décennies plus tard, il continue d'être rediffusé sur M6 à l'heure du déjeuner, puis sur la chaîne Téva, qui en propose encore aujourd'hui l'intégralité chaque matin. Le problème, c'est que ce succès populaire a également engendré, en France, toute une culture de la moquerie autour de la série. Ces dialogues jugés un brin nunuches et moralisateurs, saupoudrés d'images bucoliques de fillettes dévalant la colline en riant, sont devenus un running gag repris dans d'innombrables sketchs télévisés hexagonaux. Et voici la partie qui rend tout cela plus savoureux encore. Le groupe français Marcel et son orchestre a même consacré une chanson entière au personnage, sobrement intitulée Nellie Oleson, preuve s'il en fallait que cette dernière a marqué l'imaginaire collectif français bien au-delà du petit écran. Depuis les années 2000, plusieurs acteurs de la série sont d'ailleurs venus en France, invités sur des plateaux de télévision, notamment Alison Arngrim et Karen Grassel elle-même, curieuses de constater à quel point leur feuilleton était devenu, dans l'Hexagone, un véritable monument de nostalgie populaire. D'ailleurs, la fiche de doublage officielle de la série révèle à quel point cette adaptation française fut un travail de longue haleine. Pas moins de 8 adaptateurs différents se sont succédés pour traduire les dialogues sur l'ensemble des 9 saisons. Un chantier à la fois linguistique et culturel qui s'est étalé sur près d'une décennie et qui explique en grande partie pourquoi certains détails, comme les prénoms de personnages secondaires, ont fini par varier d'une saison à l'autre. Numéro 11. L'institutrice la plus douce de la ville a mené en réalité la vie la plus mouvementée de tout le casting réuni.
Charlotte Stewart a interprété l'attachante Mademoiselle Biddle durant les premières années de la série. Patiente, correcte, toujours ce sourire bienveillant réservé à ses élèves de Walnut Grove. Hors caméra, pourtant, Stewart traînait derrière elle une existence que même le scénariste le plus audacieux de la série n'aurait jamais osé coucher sur le papier. Avant même de fouler la prairie, Stewart avait partagé le plateau d'Elvis Presley dans le film Speedway, où le King lui-même, tout juste marié à Priscilla, venait s'asseoir à ses côtés entre deux prises pour lui confier ses souvenirs de sa mère disparue. Peu après, elle est devenue une proche du chanteur Jim Morrison des Doors, avec qui elle avait pris l'habitude de partager un verre de temps à autre. Selon ce qu'elle a elle-même raconté, Morrison l'a appelée un jour, pressé de fuir la ville, et elle l'a accompagné dans un périple improvisé le long de la côte californienne, qui s'est étiré sur plusieurs jours. 6 mois plus tard à peine, Morrison s'éteignait à Paris, à l'âge de 27 ans. Et voici la partie qui rend cette histoire plus vertigineuse encore. Des années après, alors que l'humoriste Bill Murray faisait ses tout premiers pas au Saturday Night Live, Stewart a également vécu avec lui une brève liaison. Ainsi, la femme qui enseignait les bonnes manières aux enfants de Walnut Grove a mené, dans la réalité, l'une des existences les plus rock'n'roll de tout Hollywood. Des décennies plus tard, déjà éloigné de la comédie, Stewart a publié ses propres mémoires, racontant chacun de ses épisodes avec une honnêteté brutale, sans rien épargner, y compris ses propres luttes contre l'alcoolisme et d'autres addictions, prouvant ainsi que, derrière le visage le plus doux et le plus rassurant de Walnut Grove se cachait une survivante dont l'existence n'avait finalement rien à envier à celle de n'importe quel rockstar de cette même décennie. Numéro 10. La perruque de Nellie Oleson lui faisait, très concrètement, saigner le cuir chevelu. Alison Arngrim a interprété Nellie Oleson, la fillette la plus gâtée et la plus mémorable de toute la télévision des années 70, avec ses fameuses boucles blondes serrées et son caractère insupportable. Ces boucles, pourtant, n'avaient rien de naturel. Il s'agissait d'une perruque fixée si étroitement contre le cuir chevelu que, selon les propres mots de l'actrice livrée au fil de plusieurs interviews, elle finissait immanquablement par provoquer des saignements. Et comme si cela ne suffisait pas, le tournage se déroulait dans les collines, surplombant Simi Valley, en Californie, où la température sur le plateau dépassait régulièrement les 38 degrés Celsius. Prise en étau entre une chaleur écrasante et une perruque douloureusement ajustée, Arngrim s'évanouissait avec une fréquence troublante. Le problème, c'est que plus elle souffrait en coulisses, plus son jeu se révélait redoutablement efficace devant la caméra. Au fil des saisons, les scénaristes n'ont eu de cesse de rendre le personnage toujours plus odieux, presque comme s'ils rivalisaient eux-mêmes avec ce qu'Arngrim était capable d'incarner sans jamais scier. Elle a fini par décrire elle-même cette escalade comme une véritable surenchère permanente, allant jusqu'à devoir tourmenter de petites camarades bègues ou se faire précipiter au bas d'une colline dans un fauteuil roulant. Le tout au nom d'un divertissement familial censé rester léger. Curieusement, entre deux prises, celle que l'Amérique entière détestait à l'écran se révélait être l'une des personnes les plus chaleureuses et les plus drôles de tout le plateau, à en croire ses anciens collègues, qui avouent, aujourd'hui encore, ne pas bien comprendre comment quelqu'un d'aussi agréable dans la vie pouvait se montrer aussi insupportable une fois la caméra allumée. Petite pause, si cette balade à Walnut Grove vous plaît, mettez un like à la vidéo, ça montre à YouTube qu'il reste des gens qui aiment la télévision classique autant que nous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et dites-nous en commentaire quel était votre personnage préféré de La Petite Maison dans la Prairie quand vous étiez enfant. Bon, on reprend le compte à rebours. Numéro 9. La matriarche de la famille luttait en secret contre l'alcoolisme, tout en interprétant, semaine après semaine, l'épouse la plus parfaite du petit écran américain. Karen Grassol donnait vie à Caroline Ma Ingalls, mère exemplaire, dévouée, d'une sérénité à toute épreuve au sein de la famille Ingalls. Hors caméra, pourtant, Grace le traversait une réalité bien plus sombre. Dans ses propres mémoires, Bright Lights, Prairie Dust, l'actrice a fini par révéler qu'elle buvait régulièrement pendant une bonne partie du tournage pour tenir le coup face à la pression constante du plateau. Ce qu'elle a elle-même qualifié, sans détour, d'alcoolisme fonctionnel, jusqu'à atteindre enfin la sobriété en 1977. Grace a également raconté comment, après le succès retentissant de la première saison, elle avait osé réclamer une augmentation de salaire à la hauteur de celle des autres vedettes de série à succès de l'époque. Une demande que Michael Landon, à la fois son partenaire de jeu et producteur exécutif de la série, a refusé à plusieurs reprises,
arguant que sa rémunération devait plutôt rester alignée sur celle des jeunes acteurs du casting. Selon Grassl, la tension née de ces négociations s'est fait sentir sur le plateau pendant de longs mois, son personnage perdant peu à peu du temps d'antenne tandis qu'elle maintenait fermement sa demande. Le problème, c'est que devant les caméras, Ma continuait imperturbablement de paraître aussi sereine et rayonnante que d'habitude, comme si de rien n'était. Avec les années, Grassl est parvenu à préserver sa sobriété, à reconstruire patiemment sa carrière sur les planches du théâtre et à faire la paix, au moins partiellement, avec le souvenir de son ancien partenaire de plateau, sans jamais pour autant cesser d'affirmer haut et fort qu'elle méritait, à l'époque, le même respect professionnel que n'importe quelle autre vedette d'une série à succès. Numéro 8. La cécité de Mary Ingalls n'a peut-être jamais été causée par ce que racontait pourtant la série avec tant d'assurance. Dans l'intrigue, la grande sœur de Laura, incarnée par Melissa Sue Anderson, perd complètement la vue à la suite d'une scarlatine. Un rebondissement si marquant qu'il a valu à l'actrice une nomination aux Emmy Awards et propulsé l'audience du programme jusqu'à la première place des classements. Ce détail provenait directement des romans originaux de Laura Ingalls Wilder, qui avait elle-même écrit que sa véritable sœur, Mary Ingalls, était devenue aveugle à l'âge de 14 ans, victime de la scarlatine. Et voici la partie qui rend cette histoire plus fascinante encore. En 2013, une équipe de chercheurs médicaux de l'Université du Michigan s'est penchée sur des lettres historiques, des registres scolaires et diverses données épidémiologiques d'époque, pour aboutir à une conclusion bien différente. Selon leur étude, publiée dans la revue Pediatrics, il est en réalité beaucoup plus probable que la véritable Mary Ingalls ait perdu la vue à cause d'une méningo-encéphalite virale, une inflammation du cerveau et de ses membranes, susceptible d'endommager gravement le nerf optique, et non de la scarlatine que Laura Ingalls Wilder avait pourtant décrite noir sur blanc dans ses romans. Autrement dit, pendant plus d'un siècle, des générations entières de lecteurs et de spectateurs ont grandi en tenant pour acquise une cause médicale qui n'était très probablement jamais la bonne. D'ailleurs, la série elle-même n'a pas hésité à prendre quelques libertés supplémentaires avec la véritable Mary. Dans la fiction, elle épouse son professeur Adam Kendall et devient enseignante dans une école pour aveugles, alors que dans la réalité, la véritable Mary Ingalls ne s'est jamais mariée et n'a jamais enseigné dans un tel établissement, même si elle est effectivement demeurée aveugle tout au long de sa vie adulte. Numéro 7. Le père le plus aimé de la télévision américaine a vécu une liaison qui allait lui coûter, en partie, sa relation avec sa fille de fiction. Hors caméra, loin des lumières chaleureuses de Walnut Grove, Michael Landon incarnait pour plusieurs enfants du casting une véritable figure paternelle. Un rock, disait-on, dans un monde d'adultes parfois instables. Pour Melissa Gilbert en particulier, qui venait de traverser le divorce de ses propres parents, Landon avait fini par occuper cette place vacante avec une constance presque inespérée. Mais l'harmonie de façade cachait une réalité plus trouble. Pendant le tournage même de la série, alors qu'il était encore marié à sa deuxième épouse, Landon avait entamé une liaison avec Cindy Clerico, jeune maquilleuse du plateau. L'histoire, longtemps tue, a fini par éclater au grand jour, emportant avec elle un mariage jusque-là préservé des projecteurs, dans un divorce aussi douloureux que médiatisé. Pour Gilbert, la révélation a marqué une fracture silencieuse dans la confiance patiemment tissée au fil des années. Une distance, dit-elle, qui ne s'est jamais tout à fait résorbée et qui a persisté jusqu'à la mort de l'acteur en 1991. Le paradoxe est cruel. L'homme qui, semaine après semaine, prêchait à l'écran l'honnêteté, la famille et le sens du devoir, portait dans l'ombre de sa vie privée, eut une histoire autrement plus complexe que n'importe quel scénario écrit pour Walnut Grove. Avec le recul des années, Gilbert a fini par reconnaître publiquement combien cet épisode l'avait blessé, précisément parce que Landon avait été, bien au-delà du plateau, la figure paternelle la plus stable qu'elle ait connue dans sa vie réelle. Numéro 6. Half Pint a connu, elle aussi, sa propre histoire d'amour, et pas des moindres, puisqu'elle mit en scène l'un des plus célèbres jeunes premiers d'Hollywood. Melissa Gilbert, l'actrice qui prêtait ses traits à Laura Ingalls, a vécu durant son adolescence et le début de sa vie adulte une relation intermittente et abondamment commentée par la presse avec l'acteur Rob Lowe, rencontrés alors qu'ils n'avaient tous deux que 14 ans. Leur histoire a connu, au fil des années, son lot de ruptures et de retrouvailles, jusqu'à des fiançailles officielles. Lorsque Gilbert a reçu son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood en 1985, c'est Lowe qui se tenait à ses côtés
témoin discret d'un parcours qu'ils avaient largement construit ensemble. À bien y regarder, il s'agissait de deux adolescents propulsés au rang de jeunes stars, tentant tant bien que mal de préserver une once de normalité sous le poids de deux carrières en pleine ascension simultanée. Des années plus tard, chacun a couché cette histoire dans ses mémoires. Prairie Tale pour Gilbert, un ouvrage distinct pour Lowe. Et tous deux s'accordent à en parler comme d'un amour de jeunesse sincère, même s'il ne les mena jamais jusqu'à l'autel. La presse de l'époque a également prêté à Gilbert de brèves idylles avec d'autres jeunes acteurs en pleine ascension, tels que Tom Cruise ou Scott Baio. Une rumeur presque inévitable pour celle qui comptait alors parmi les adolescentes les plus célèbres de la télévision américaine, en plein cœur des années 80. Numéro 5. Le mari de fiction de Nellie Oleson est mort du sida et sa disparition allait bouleverser à jamais le cours de la vie de sa partenaire de jeu. L'acteur Steve Tracy prêtait ses traits à Percival Dalton, l'époux de Nellie Oleson, dans la dernière partie de la série, formant avec elle l'un des couples les plus attachants de ses ultimes saisons. Hors caméra, une amitié sincère et profonde s'était nouée entre Tracy et Ellison Arngrim, l'interprète de Nellie, au fil des tournages partagés. En 1986, à peine quelques années après la fin de la série, Tracy s'éteignait des suites de complications liées au sida. Cette perte a laissé Arngrim dévasté, mais elle a choisi de transformer cette douleur en une seconde carrière, celle d'activiste, collaborant pendant de longues années avec des organisations telles que l'AIDS Project Los Angeles et Tuesday's Child. Et voici ce qui rend cette histoire plus belle encore. Celle qui incarnait l'une des méchantes les plus détestées de la télévision familiale est devenue, dans la vraie vie, une défenseur infatigable de causes que bien peu de gens, à Hollywood, osaient alors soutenir ouvertement. Arngrim a confié à plusieurs reprises, en interview, que Tracy avait été bien plus qu'un simple partenaire de tournage, l'un de ses meilleurs amis, selon ses propres mots, et que sa disparition avait marqué un véritable tournant dans le regard qu'elle portait désormais sur sa propre place au sein de l'industrie. Numéro 4. Derrière la fille la plus détestée de la télévision se cachait, en réalité, une histoire de survie. Ellison Arngrim a bâti toute une carrière sur le personnage de Nellie Oleson, l'insupportable petite peste de Walnut Grove, un rôle si efficace, raconte l'actrice elle-même, qu'un jour, lors d'une parade publique, un fan lui a lancé une canette de soda en pleine figure, hors de lui à cause de ce que son personnage avait fait subir à Laura. Ce que le public ignorait à l'époque, c'est que derrière les caméras, Arngrim avait été victime, durant son enfance, d'abus commis par un membre de sa propre famille, bien avant même son arrivée dans La petite maison dans la prairie. Des années plus tard, elle a choisi de briser le silence dans ses mémoires, Confession of a Prairie Beach, faisant de cette douleur intime un véritable moteur de changement. Elle est devenue une militante respectée pour la protection de l'enfance, travaillant main dans la main avec des législateurs californiens afin de combler une faille juridique qui permettait des peines allégées aux agresseurs ayant sévi au sein de leur propre famille. Elle-même a expliqué qu'interpréter Nellie, avec toute sa rage et sa méchanceté affichée, avait agi comme une forme de thérapie, un exutoire pour la colère accumulée au fil des années. Ce qui, à l'écran, n'était que la fille la plus antipathique de la ville, incarnait dans la réalité une survivante, une femme qui a fini par contribuer à protéger, après elle, des milliers d'enfants. Numéro 3. L'homme derrière la caméra a bien failli, un jour, perdre le contrôle de sa propre série. Avant que Michael Landon ne devienne le visage définitif et indissociable de La petite maison dans la prairie, le projet appartenait en grande partie au producteur Ed Friendly, lequel avait acquis les droits de 7 des romans originaux de Laura Ingalls Wilder, et n'avait initialement engagé Landon que pour tenir un rôle d'acteur, rien de plus. Mais très vite, Friendly et Landon se sont révélés porteurs de deux visions radicalement opposées de ce que devait incarner le programme. Friendly tenait à une fidélité rigoureuse au roman, allant jusqu'à exiger que le personnage de Charles Ingalls porte une barbe complète par souci d'authenticité historique. Et il faut lui reconnaître ce mérite. Le véritable Charles Ingalls arborait effectivement une barbe fournie. Landon, lui, pressentait qu'une série destinée à durer plusieurs saisons aurait besoin de bien davantage de drame, d'une évolution plus riche des personnages et d'une fidélité moins littérale aux matériaux d'origine. Sans compter qu'il refusait tout simplement, pour des raisons bien plus personnelles, de porter une barbe à l'écran. Le différend s'est envenimé jusqu'à ce que Friendly en vienne à exiger le renvoi pur et simple de Landon. Mais NBC a tranché en faveur de ce dernier,
contraignant Friendly à se retirer du projet en tant qu'associé silencieux dès la moitié de la première saison. Ironie du sort, l'homme qui avait acquis les droits du matériau original s'est ainsi retrouvé sans la moindre voix au chapitre quant à la manière dont cette histoire allait, finalement, être racontée à l'écran. Numéro 2, le père le plus aimé de la télévision américaine a choisi de révéler sa maladie en phase terminale devant des millions de téléspectateurs, avec un courage qui allait marquer les esprits. En avril 1991, Michael Landon apprenait qu'il souffrait d'un cancer du pancréas à un stade déjà avancé. Plutôt que de se retrancher dans le silence, il a fait le choix, rare pour l'époque, d'en parler ouvertement lors de l'une de ses dernières apparitions télévisées, invité du Tonight Show aux côtés de Johnny Carson, où il n'a pas hésité à dénoncer avec fermeté la couverture sensationnaliste que certains médias réservaient déjà à sa maladie. Il y a évoqué, avec une lucidité désarmante, l'importance de l'attitude mentale face à un tel diagnostic, ainsi que ce que cela représentait pour toutes ces familles confrontées, loin des projecteurs, à la même épreuve dans l'intimité de leur foyer. Landon s'est éteint le 1er juillet 1991, à seulement 54 ans, quelques mois à peine après l'annonce du diagnostic. Karen Grassel, qui avait renoué le dialogue avec lui peu de temps auparavant, après des années de tensions non résolues, a confié par la suite le profond soulagement qu'elle avait ressenti d'avoir pu faire la paix avec Landon avant qu'il ne disparaisse. Ainsi, l'homme qui avait incarné pendant 9 saisons consécutives le père le plus sage et le plus stable de toute la télévision américaine a fini par offrir, dans la réalité de sa propre existence, une ultime et bouleversante leçon sur la manière d'affronter l'adversité avec dignité. Numéro 1. Le final de la série n'était pas un simple effet spécial. Le village tout entier a réellement été dynamité, avec de la dynamite bien réelle, sous les yeux d'une équipe de production qui n'a rien laissé au hasard. Dans le dénouement de la trilogie de téléfilms venue conclure l'histoire, un homme d'affaires du chemin de fer découvre qu'il détient légalement les droits sur l'intégralité du terrain où repose Walnut Grove et exige que les habitants abandonnent les lieux sans délai. Plutôt que de partir en silence, tête baissée, les voisins décident de faire sauter chaque bâtiment du village avant de le livrer à cet homme, refusant de lui offrir la moindre victoire. Et cette scène spectaculaire n'a été résolue ni par des effets visuels, ni par de simples maquettes. Selon l'équipe de production elle-même, les véritables bâtiments de Walnut Grove, érigés patiemment au fil de 9 années de tournage au Big Sky Ranch, ont bel et bien été démolis à l'aide d'explosifs réels, posés par des spécialistes de la démolition après plusieurs tests de sécurité rigoureux. Le producteur Kent McCreary a expliqué, des années plus tard, que cette décision radicale n'était née ni d'une quelconque rancune, ni d'un caprice de Landon, mais d'une pure question de logistique. La production se devait de restituer le terrain loué à ses propriétaires d'origine, et démonter bâtiment par bâtiment aurait représenté une dépense colossale et un délai interminable. Tout faire sauter d'un seul coup réglait le problème en une seule et unique journée, aussi radicale que pragmatique. Landon a néanmoins décidé que 2 constructions, et 2 seulement, devaient survivre dans la fiction, l'église et la maison des Ingalls, et c'est ainsi que la scène finale a été mise en boîte. Selon Melissa Gilbert, le casting n'était même pas présent lors des explosions à proprement parler, pour d'évidentes raisons de sécurité, et n'est arrivé sur le plateau que le tout dernier jour de tournage, pour découvrir un village déjà entièrement réduit en ruines fumantes. Les larmes que l'on aperçoit dans cette scène finale n'avaient, elles, absolument rien de fin. Le casting venait de passer 9 années à tisser des souvenirs entre ces murs de bois, et les voir disparaître en un instant a représenté, selon les propres mots de Landon, une véritable catharsis, mais aussi, simultanément, l'une des journées les plus éprouvantes de tout le tournage. Curieusement, Catherine McGregor, l'actrice qui a incarné pendant des années l'insupportable Harriet Olson, demeure la seule figure principale du casting d'origine à ne figurer dans aucun de ces 3 derniers téléfilms. Selon ce qui s'est dit à l'époque, elle effectuait justement, à ce moment précis, un pèlerinage spirituel en Inde, totalement absente de ses adieux déchirants à Walnut Grove, cette ville qu'elle avait pourtant elle-même contribué à bâtir, pierre après pierre, pendant près d'une décennie entière. Et voilà, les amis, 15 faits étranges et surprenants sur La petite maison dans la prairie, que vous ne connaissiez probablement pas. Mais avant de partir, un petit bonus, en 2026, Netflix a sorti un reboot complet de la série, avec Luc Brasset dans le rôle de Charles Ingalls
et Crosby Fitzgerald dans celui de Caroline, commandé par la plateforme dès janvier 2025 et diffusé en France à partir du 9 juillet. Les critiques françaises, tout en reconnaissant quelques longueurs et un ton parfois un peu appuyé, ont salué une histoire qui, 50 ans après l'original, continue de faire remonter chez les spectateurs français cette même petite Madeleine de Proust nostalgique, prouvant qu'une bonne histoire de famille traverse aussi bien les décennies que les remakes. Dites-nous en commentaire quel est celui de ces faits qui vous a le plus surpris, et n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. À bientôt, et comme on aime le dire par ici, la prairie garde bien plus de secrets que vous ne l'imaginez.